Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur l'investissement immobilier. On va essayer de démystifier quelques concepts clés, surtout pour celles et ceux qui débutent, hein. L'idée, c'est de comprendre un peu comment on évalue un projet, comment on gère le risque, sans tomber dans le jargon trop compliqué, juste l'essentiel, quoi. Oui, bonjour. C'est exactement ça. Investir dans l'immobilier, au fond, c'est toujours chercher un équilibre. Un équilibre, disons, entre le rendement qu'on espère obtenir et le risque qu'on est prêt à accepter. Et heureusement, il y a quelques outils, quelques concepts qui peuvent vraiment nous aider à prendre de meilleures décisions. Justement, parlons-en. La première question qui vient souvent, c'est combien ça va me rapporter? Comment on peut évaluer ça un peu sérieusement? On entend parler de VN, de TRI. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour un investisseur qui commence? Alors, l'AVN, la valeur actuelle nette, l'idée est assez simple en fait. On va comparer l'argent qu'on met au début, l'investissement initial, Ouais. avec tous les flux financiers futurs qu'on attend. Donc les loyers, la revente éventuelle. Mais attention, on ramène la valeur de ces flux futurs à aujourd'hui. Parce que bon, un euro qu'on touchera dans 10 ans, il vaut moins qu'un euro tout de suite, hein. Ah oui, logique. C'est l'actualisation. Exactement. Et donc, si le total de ces revenus futurs actualisés est plus grand que ce qu'on a investi au départ, eh bien l'AVN est positive. Ça veut dire que sur le papier, le projet a l'air de créer de la valeur. D'accord. Mais bon, prévoir les loyers dans 5 ans, le prix de revente dans 10 ans, ça reste quand même des estimations, non? C'est pas une science exacte. Vous avez tout à fait raison. C'est une excellente remarque. Ces outils, la VLN, le TRI, ils ne prédisent pas l'avenir, c'est sûr. Mais leur grosse utilité, c'est qu'ils nous forcent à, comment dire, à mettre des chiffres sur nos attentes, à confronter notre optimisme parfois avec une certaine réalité financière. Je vois. Pour éviter les coups de cœur qui coûtent cher. Voilà, ça aide à structurer la réflexion. Et le TRI, alors, le taux de rendement interne, c'est un peu différent. C'est le taux qui fait que la VLN est égale à zéro. En gros, c'est le taux de rentabilité propre au projet. Si ce TRI est plus élevé que le rendement minimum que l'investisseur exige pour ce niveau de risque, alors c'est un bon signal. Ok. Et franchement, pas de panique avec les calculs, hein. Aujourd'hui, un simple tableur comme Excel, ça fait ça très bien. C'est devenu assez accessible. Compris. Donc on a des outils pour chiffrer un peu la rentabilité qu'on espère, tout en nous obligeant à être un peu réaliste. Mais vous l'avez dit, il n'y a pas que le gain potentiel, il y a aussi le risque. Exactement. Le risque, c'est l'autre face de la médaille. C'est toute l'incertitude autour de ces rendements futurs. Est-ce que ça va vraiment rapporter autant? Est-ce que les charges ne vont pas augmenter? On peut essayer de le mesurer, oui. On parle parfois d'écart type pour voir la volatilité, mais bon, c'est peut-être un peu technique là. Le plus important, c'est surtout qu'on peut gérer ce risque. On n'est pas obligé de le subir passivement. Ah oui. Et comment on fait ça? J'imagine que la réponse classique, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est exactement ça, c'est le principe fondamental de la diversification. Ça vient notamment des travaux assez connus de Markowitz. L'idée géniale, c'est de montrer que si on combine des investissements qui ne réagissent pas tous pareil face aux événements économiques, c'est-à-dire qu'ils ont une faible corrélation, comme on dit, eh bien, le risque global du portefeuille peut diminuer. Et ça, sans forcément sacrifier beaucoup de rendement. Mhm. Par exemple, on peut mélanger de l'immobilier résidentiel avec des bureaux ou de l'immobilier avec des actions en bourse. D'ailleurs, l'immobilier est souvent intéressant pour ça, parce que son comportement est souvent assez déconnecté de celui des marchés financiers et de la bourse. C'est logique, oui. On répartit le risque. Donc on choisit ses investissements en fonction de ce fameux couple rendement-risque. Est-ce qu'il y a des styles ou des stratégies reconnues en investissement immobilier? Oui, tout à fait. On parle souvent de trois grandes approches, trois grandes stratégies. Core, Value Add et Opportunistic. Core, value add, opportunistique. D'accord. Alors Core, c'est la stratégie la plus prudente. On vise des actifs de très haute qualité, très bien situés, souvent déjà loués à des locataires solides, fiables. Le risque est faible, les revenus sont stables, réguliers, mais logiquement, le rendement attendu est aussi plus modeste. C'est pour la sécurité avant tout. D'accord. Et pour ceux qui cherchent un peu plus de potentiel, le value add? Exactement. Value add, ça veut dire ajout de valeur. Là, on accepte un peu plus de risques pour viser un rendement plus élevé. On va chercher un bien qui a un potentiel d'amélioration. Ça peut être par de la rénovation, une meilleure décoration, une optimisation de la gestion locative, renégocier des baux. Ah oui, on essaie d'améliorer activement le bien. C'est ça. Le but, c'est vraiment d'augmenter sa valeur par une action de gestion. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'asset management, la gestion d'actifs.
Ce n'est pas juste acheter et attendre que ça monte. Non, c'est piloter activement l'actif, choisir les bons travaux, trouver les bons locataires, optimiser les charges, etc. Très clair. Et la troisième, opportunistique. Ça sonne plus audacieux. Oui, c'est la catégorie la plus risquée, mais aussi celle qui a le potentiel de rendement le plus important. Là, on parle de projets de développement, de construction neuve, de restructuration très lourde d'immeubles ou d'investissement dans des marchés considérés comme émergents ou en pleine transformation. Ça demande souvent une expertise très pointue et une plus grande prise de risque, évidemment. Je vois bien la différence. Ça montre qu'il y a vraiment différentes manières d'aborder l'immobilier, selon son profil, ses objectifs. Et cette notion d'asset management, de gestion active, elle semble vraiment clé, surtout pour le value add, mais peut-être aussi pour les autres assets. Absolument. L'asset management, c'est crucial. C'est cette gestion active qui vise à optimiser la performance et la valeur de l'actif immobilier tout au long de sa vie, depuis l'achat jusqu'à la revente. Pour un investisseur particulier, ça peut vouloir dire s'impliquer beaucoup soi-même, ou alors déléguer à des professionnels ou investir via des structures comme des SCPI ou des fonds qui ont des équipes dédiées à ça. Parfait. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ça, pour bien démarrer, il faut d'abord évaluer la rentabilité potentielle, avec des outils comme la vanne, le TRI, pour garder les pieds sur terre. Ensuite, bien comprendre le risque et surtout le gérer, notamment grâce à la diversification, en mélangeant un peu les types de biens ou d'actifs. Et enfin, choisir une stratégie core, value add ou opportunistique qui colle à son tempérament et à ses objectifs. C'est ça, hein? C'est une excellente synthèse. La clé vraiment, c'est de bien s'informer, de comprendre ces mécanismes de base. Et peut-être, pour laisser nos auditeurs avec une réflexion, une question à méditer. Au-delà des chiffres purs, de la VAN, du risque mesuré, quels sont les facteurs qu'on appelle qualitatifs? Je pense à l'emplacement exact, la qualité de la construction du bâtiment, le potentiel d'évolution du quartier autour. Quels sont ces éléments qui, pour chacun, influencent le plus la décision finale d'investir dans ce bien immobilier-là et pas un autre? Souvent, ces aspects sont tout aussi importants, voire plus, que les modèles financiers eux-mêmes.